C'est quoi être un bon thérapeute? Alors déjà, je vous invite à tout de suite quitter la vidéo si vous pensez trouver la recette miracle ou le guide du bon thérapeute dans cette vidéo, car il n'existe pas, je n'ai pas de baguette magique et de boule de cristal. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de partager avec vous des réflexions, des questionnements qui sont très actifs en ce moment et qui vont répondre à une question qui m'est largement posée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, à savoir c'est quoi être un bon psy? Alors souvent quand on voit des demandes ou en tout cas des demandes d'adresse ou d'orientation vers un psychologue, les gens recherchent un bon psychologue pour orienter un membre de leur famille, un patient, etc. Et moi ça m'a toujours fait rire entre guillemets de voir que les gens souhaitaient un bon thérapeute comme si finalement on allait avoir le risque d'orienter quelqu'un vers un mauvais thérapeute. Donc évidemment ça s'inscrit dans une dynamique de bienveillance, on ne va pas orienter vers un thérapeute en qui on n'a pas confiance ou dont on ne comprend pas la démarche, l'orientation thérapeutique, les formations, etc. Mais c'est vrai que cette notion de bon me questionne toujours un petit peu et du coup je vais essayer de répondre en vous partageant mes réflexions sans aucune prétention. Je n'ai pas du tout la science infuse sur le sujet et encore moins l'envie de répondre définitivement à cette question qui je trouve est toujours en perpétuelle évolution et en réflexion chez moi et je l'espère aussi chez vous. La première des choses qui me semble importante à signifier et à relever, c'est cette notion de formation. Car oui, à mon sens, un psychologue est en formation continuellement, et ce jusqu'à la fin de sa carrière, voire même après. Donc n'hésitez pas à continuer de vous former et surtout à vous intéresser aux formations qu'ont les autres psychologues autour de vous pour savoir un petit peu quelle est leur spécialité ou ce qui les intéresse. Ça vous aidera notamment à orienter votre patient ou une connaissance vers un thérapeute qui peut avoir la spécialisation ou en tout cas l'outil thérapeutique qui semble être intéressant pour prendre en charge telle pathologie, tel trait de personnalité, etc. etc. Quoi qu'il en soit, ne vous fermez pas non plus à une approche ou à une formation particulière. Au contraire, je trouve que se former, c'est aussi ouvrir le champ des possibles et ne pas venir se restreindre tel un entonnoir beaucoup trop serré et précis dans une catégorie ou une spécialité, voire se surspécialiser dans quelque chose de très précis. Ça pour le coup, moi j'ai eu tendance à le faire au tout début, une fois que j'ai été diplômée, je me suis surspécialisée dans tout ce qui était prise en charge de la douleur et ça a fait, comme je vous le disais, un très petit entonnoir et à la fin du coup je me suis dit mince, en se surspécialisant, t'es passé autour de beaucoup de choses, à côté de beaucoup de choses et j'ai eu envie après d'élargir encore une fois le champ des possibles en me formant au psychotraumatisme, à l'accompagnement évidemment des douleurs chroniques, mais pas que. Pareil pour les outils, c'est super important d'avoir une jolie boîte à outils, mais n'oubliez pas que le premier outil du thérapeute, c'est lui-même, c'est-à-dire sa manière d'être, avec tout justement ce qui peut composer sa personnalité, son vécu, sa demande, ses envies, ses désirs, et c'est très important aussi de le prendre en compte. Donc n'oubliez pas que sa posture reste évidemment avec son cadre quelque chose de très important, et c'est peut-être ça qui finalement représente l'essence même du bon thérapeute, au-delà de tous les outils qui peuvent être présents dans cette fameuse boîte à outils du psychologue qu'on peut retrouver dans pas mal de récits où les gens expliquent qu'ils ont une boîte à outils à disposition du patient. Oui, c'est important, moi c'est aussi comme ça que je décris l'hypnose, le MDR, l'art-thérapie. Pour moi ce sont des outils que j'utilise pour le patient et pour le prendre en charge dans de bonnes conditions, mais j'estime qu'avant tout mon propre outil c'est moi-même. Deuxième chose très importante, c'est de garder à l'esprit que les psychologues ont aussi des psychologues. Et oui, il y a des psys pour les psys, et ça c'est très important de ne pas l'oublier, car on a tendance à ne pas mettre en avant, je trouve, surtout dans les études de psycho, la nécessité d'être accompagné en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que thérapeute une fois qu'on est diplômé. Parce que justement on estime que ça y est, on est psychologue et que du coup on peut avoir, je dirais, le monopole de la prise en charge de la santé et du coup se soigner soi-même ou s'accompagner soi-même. Alors qu'en réalité pas du tout, c'est très important au cours de ces études. Moi je l'ai commencé vraiment à la fin de la L3, plutôt je dirais début du M1 quand j'ai senti que la sélection venait vraiment me mettre à mal pour rentrer en Master 2, j'ai débuté donc une analyse personnelle. Au début, c'était quelque chose de très analytique qui m'a pas forcément trop correspondu au début et je me suis orientée ensuite vers une thérapie EMDR et ensuite une hypnothérapie, ce qui a été quelque chose de très intéressant pour moi. Ça a ouvert le champ des possibles, comme je le disais, et ça m'a évité peut-être de rester trop encarqué, trop serré, trop coquillé, comme j'aime le dire, justement dans une obédience particulière et ça m'a ensuite permis d'être beaucoup plus intégrative dans ma pratique. Et puis n'oubliez pas que se mettre à la place du patient, c'est extrêmement enrichissant, car si on ne sait pas ce que c'est que d'aller chez le psychologue, comment peut-on justement proposer un cadre et quelque chose qui nous semble trouver écho en nous et correspondre à ce qu'on aimerait proposer. Troisième chose aussi intéressante et importante, c'est tout ce qui tourne autour de la supervision et de l'intervision. Alors moi, vous me connaissez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, je suis beaucoup plus ok et orientée vers l'intervision
puisque la relation face à face en duo me correspond un petit peu moins. Je préfère beaucoup plus me retrouver à discuter avec un groupe de psychologues sur une étude de cas complexe ou une problématique institutionnelle, mais quoi qu'il en soit, c'est très important justement de venir discuter sa pratique, la questionner, la remettre en question et surtout avoir une autre vision, une intervision avec plusieurs psychologues qui sont spécialisés ou non d'ailleurs dans la problématique que vous êtes en train d'amener. Il ne faut pas forcément encore une fois toujours se dire je suis spécialisée en périnatalité par exemple, du coup je vais m'entourer que de psychologues en néonat. Pas que, il faut aussi prendre pourquoi pas de temps en temps un psychologue du travail, un psychanalyste ou quelqu'un qui va du coup vous dire hey, ça peut être comme ça et intéressant de faire ainsi ou de venir re-questionner autre chose autrement. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, dans mon groupe d'intervision, on n'a pas du tout toute la même spécialité, pas forcément la même obédience, les mêmes formations. Et pourtant, tout le monde y trouve son compte et c'est toujours un réel plaisir de participer à ça. Je suis supervisée aussi dans le cadre de mes formations, en art-thérapie et en hypnose notamment. Pas que, puisque généralement dans chaque, je dirais, formation de qualité, on propose des temps de supervision. Mais c'est vrai que c'est plus de façon ponctuelle et moins régulière que le suivi psychologique que je peux avoir et aussi que l'intervision. Autre point très important pour être un bon psychologue, c'est d'aimer son métier, de ne surtout pas en être dégoûté et à un moment donné d'exercer un métier passion. C'est souvent ce que je dis, j'ai un métier passion. Par contre, attention, puisque la passion peut être dévorante, donc il faut faire bien attention à soi, savoir s'écouter, car rappelons-le, le psychologue est l'un des métiers les plus impactés par le burn-out. Donc apprenez à prendre soin de vous, à faire attention à vous, peu importe le lieu d'exercice. On a souvent tendance à dire que le psychologue en libéral peut être plus sujet à avoir du burn-out. Non, en institution, ça peut être également le cas. Il y a beaucoup de glissements de fonctions, beaucoup de choses qui tournent autour de la dynamique institutionnelle qui peuvent être très effractantes pour le psychologue. Donc le mot d'ordre, c'est un peu de faire attention à vous et de savoir s'écouter, d'où la nécessité aussi d'avoir un espace de parole pour venir verbaliser tout ça, questionner tout ça et savoir peut-être à un moment donné faire un pas de côté pour se protéger, se réinterroger et venir du coup peut-être remanier sa pratique pour ne pas se mettre à mal. Donc autre point très important qui s'insère aussi dans toute cette dynamique de prendre soin de soi, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, ça veut dire quoi? C'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, c'est arriver à instaurer une petite routine pour justement savoir s'extraire à un moment donné de ce métier qui, comme on l'a déjà dit, peut être débordant, peut être effractant, impactant. Donc oui, on est un petit peu formé à la fac, quoique des fois pas tellement non plus, c'est surtout sur le tard, vraiment dans la clinique pure et dure qu'on se rend compte effectivement de toute cette nécessité de prendre du recul à certains moments pour éviter les éclaboussures justement qui peuvent être en institution mais en libéral. Donc vraiment faites attention à vous, encore plus dans des temps de pandémie comme on l'entend beaucoup parler en ce moment, c'est très d'actualité au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que peut-être dans les années qui suivent, les personnes qui regarderont cette vidéo, ça ne sera qu'un lointain souvenir, mais en tout cas il y a énormément de choses à mettre en place autour du cadre, autour de la réinterrogation de notre profession. Donc vraiment faites attention à vous et ne minimisez en aucun cas l'épuisement professionnel. Voilà, j'espère que cette très courte, très synthétique, j'ai pas l'habitude sur ma chaîne vidéo, a pu vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. J'essaye de reprendre un petit rythme de plus en plus soutenu pour les vidéos, mais encore une fois, comme je viens de le dire, je fais attention à moi, je prends soin de moi et j'évite le surmenage parce que YouTube c'est aussi une passion, mais attention à ce qu'elle ne vienne pas me dévorer. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.